C'était une femme où un bombe a explosé dans sa maison. Il y avait 2 membres de sa famille qui a pris feu. Et du coup, elle a paniqué. Elle a essayé de tendre le feu avec son corps. Elle a fait un câlin aux 2 personnes qui ont été en feu. Et du coup, elle aussi, elle se brûlait à 4e degré. Et du coup, tout sur le front de son corps, en fait, il y avait plus de chair, plus de peau. C'était vraiment très, très profond en termes de brûleur. Et du coup, horrible, quoi. Tu peux pas imaginer la désespération, la panique ça produise d'avoir des scènes qui se répètent comme ça, tout le temps, chaque jour. C'est horrible. Moi, je m'appelle Jacob Burns. Je travaille pour Médecins sans frontières et j'étais récemment le coordinateur projet à Gaza. J'étais à Gaza de 17 décembre jusqu'à 4 janvier. Médecins sans frontières, on travaille à Gaza depuis 20 ans. Gaza connaît régulièrement des guerres et du coup on a une histoire d'y travailler et de travailler pour les blessés et les brûlés. Moi, en fait, je connaissais Gaza d'avant. J'étais là-bas en 2018, 2019. Moi aussi, j'ai pas mal travaillé en Palestine. Mais c'est vrai que l'expérience cette fois-ci était très très différente de y travailler avant. La guerre, c'est vraiment très, très intense. Et du coup, c'est très stressant comme environnement. Surtout quand moi, j'étais responsable pour la sécurité de l'équipe. C'était quand même très inquiétant d'avoir envoyé des gens dans les hôpitaux proches de la ligne de front. Et surtout parce qu'en fait, là-bas, les réseaux téléphoniques sont très souvent coupés. Et du coup, tu n'as pas moyen à rentrer en contact avec tes collègues. Et du coup, c'est pas mal stressant. Sur la structure de santé, avant, MSF, on travaillait au nord de Gaza. Quand j'y étais là-bas, c'était beaucoup trop dangereux d'aller au nord. Il y avait juste pas la possibilité d'y aller, vraiment. Et tous les hôpitaux au nord étaient hors service. Ils étaient soit bombardés, soit ils avaient plus de staff parce que les staff, ils ont été arrêtés par les Israéliens. La grande majorité des patients, la grande majorité des soignants, ils sont descendus vers le sud. Mais petit à petit, les hôpitaux au sud, eux aussi, ils étaient mis hors service. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital de Nasser, à Khan Younis. Et à ce moment-là, c'était un hôpital qui était à moins d'1 kilomètre de la ligne de front. Et donc, c'était hyper difficile d'avoir l'équipe qui travaillait là-bas. Normalement, en tant qu'organisation humanitaire, on n'est pas vraiment censé livrer de l'aide sur le champ de bataille. On essaie de trouver un petit coin qui est pas trop loin de la ligne de front, mais c'est pas trop exposé. Là, Gaza, parce qu'en fait, c'est vraiment très petit. Et parce que les gens ne peuvent pas partir, on est obligé à livrer de l'aide sur le champ de bataille. Et là, ces derniers jours, c'était assiégé. Et finalement, les soldats israéliens sont rentrés dans l'hôpital. La plupart du staff, ils ont dû quitter l'hôpital. Il y a plusieurs collègues MSF qui ont dû quitter l'hôpital en laissant les patients derrière eux, peut-être sans soin. Et il y a un staff MSF, on n'a pas de nouvelles de lui depuis mercredi. Et il y a un staff MSF qui a été arrêté aussi par les Israéliens. Il y a une destruction systématique de le système de santé à Gaza par l'armée israélienne. Du coup, la situation quand j'y étais, c'était un peu différent selon les différentes zones. Au nord, c'était hyper violent, tout, on savait déjà, était détruit, on ne pouvait pas y aller. À Khan Younis, c'était là que les combats, ils étaient le plus intenses quand j'y étais. Et du coup, il y avait des bombardements tout le temps. Partout, des avions qui descendent, larguent des bombes, repartent. Il y a les obus qui tombent et des clashs aussi entre l'armée et les factions palestiniennes aussi. Et
Du coup, là, on savait qu'il y avait beaucoup de destruction dans la ville. La ville était en train d'être détruite pendant ces combats. En fait, tu peux passer à côté d'un bombardement à n'importe quel moment. Tu sais pas exactement quand les bombardements ils vont avoir lieu. Même à Rafah, qui était un peu le zone où les Israéliens ils appelaient les gens pour descendre là-bas, pour être en sécurité. Dans le zone qui disait que c'était en sécurité, il y avait déjà eu des maisons détruites. Et du coup, moi, quand j'étais à Rafah, je me souviens des bombardements très impressionnants. Il n'y a pas un endroit à Gaza en ces moments qui est sûr, en fait. Tout est potentiellement au risque. Nous, en tant qu'organisation humanitaire, on a genre 300 staff palestiniens qui travaillent pour nous. Et au début de la guerre, on savait que les gens, ils n'étaient pas en sécurité, que parfois, ils ont dû quitter leur maison a été détruite. Donc, on a loué des endroits où les gens ils pouvaient se réfugier. Par exemple, il y a une salle de fête de mariage qui s'appelle Lotus Wedding Hall, qui est pas loin de European Gaza Hospital. Et il y avait des staffs MSF qui vivaient dedans. Fin décembre, il y avait un frappe aérien à côté de cet abri. Et du coup, la chose importante pour ces abris, c'est qu'ils sont notifiés. C'est-à-dire qu'on envoie les coordonnées de ces abris à l'armée israélienne. Et donc, du coup, les gens ils me demandaient, mais est-ce que c'est safe ici? Est-ce qu'on est en sécurité ici? Je disais, l'armée israélienne, ils savent que vous êtes là. Et du coup, juste après que je suis parti de Gaza, le 8 janvier, il y avait un obus de char qui est rentré dans cet abri et qui a tué une petite fille de 5 ans, la fille de l'un de nos collègues. Et pour beaucoup, en fait, ils ont perdu beaucoup de proches. C'est pas juste un ou deux proches, en plusieurs cas, mais c'est une liste longue de proches qu'ils ont perdu. Du coup, ça c'est difficile de savoir qu'autant gens avec qui je travaille, ils ont perdu le proche. On est 3 staffs MSF qui ont été tués et 3 membres de famille de gens de MSF qui ont été tués soit dans un mouvement MSF avec les voitures MSF ou dans un shelter MSF. J'avais pas grand confiance dans les garanties de sécurité israéliennes parce que je savais que même les endroits qui ont été notifiés que normalement devaient bénéficier d'une protection sous la loi internationale, ils étaient bombardés tout le temps. Et du coup, ça laisse la question de pourquoi, en fait, pourquoi. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est juste que la guerre est menée sous une forme qui est juste trop intense pour protéger des civils? Est-ce que les gens ils s'en foutent de dommages collatéraux, comme on dit? Je ne sais pas vraiment. Mais je pense que c'est l'un des environnements les plus extrêmes qu'MSF ait jamais travaillé dedans. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas une autre façon à mener cette guerre. Parce que on voit systématiquement tous les hôpitaux détruits, ciblés, endommagés, mis hors service parce qu'ils sont dans une zone trop dangereuse. Et il y a de plus en plus de blessés, moins en moins des hôpitaux. Et là, tout le monde est à Rafah, où il n'y a pas suffisamment de lits d'hospitalisation pour soigner tout le monde. Et les types de blessés qu'on voit, ils sont vraiment très graves. Pas mal d'enfants. Et aussi juste des blessures qui sont très sévères parce que il y a multiples blessures type shrapnel. Et après, pas mal de gens brûlés aussi. Je pense à une histoire, par exemple, qui m'a vraiment marqué. C'était une femme où un bombe a explosé dans sa maison. Il y avait 2 membres de sa famille qui a pris feu. Et du coup, elle a paniqué. Elle a essayé de tendre le feu avec son corps. Elle a fait un câlin aux 2 personnes qui ont été en feu.
Et du coup, elle aussi, elle se brûlait à 4e degré. Et du coup, tout sur le front de son corps, en fait, il y avait plus de chair, plus de peau. C'était c'était vraiment très très profond en termes de brûlure. Et du coup, horrible, quoi. Tu peux pas imaginer la désespération, la panique qui ça produise d'avoir des scènes qui se répètent comme ça, tout le temps, chaque jour. C'est horrible. Ces derniers jours, on a vu que les bombardements ils s'intensifient à Rafah. Et du coup, Rafah, c'est la ville plus au sud. Et c'est vraiment collé à la frontière égyptienne. Nous, MSF, on est ouvert en hôpital à Rafah. Et tu as énormément de déplacés qui vivent dans la ville, plus qu'1 million. Du coup, tous ces gens-là, où est-ce qu'ils sont censés aller? Est-ce qu'ils sont censés retourner au nord de Gaza où tout a été déjà détruit et il n'y a pas des services, apparemment pas de nourriture, pas des hôpitaux fonctionnels? Est-ce qu'ils sont censés rester là, sous les bombes, dans leur tente, qui va être en carnage? Ou est-ce qu'ils sont censés aller en Égypte, l'Égypte a dit qu'il ne veut pas et que beaucoup de Palestiniens ne veulent pas quitter non plus parce qu'ils n'ont pas confiance qu'ils vont être capables à revenir après. On ne peut pas attaquer cette ville sans que ça produise de souffrance, c'est énorme, quoi. Et comme j'ai décrit, en fait, pour MSF, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Et nous, en tant qu'MSF, on ne prononce pas normalement sur des sujets comme cessez-le-feu. Mais là, en fait, il n'y a pas autre alternative qu'un cessez-le-feu. Et il faut, si on veut soigner les gens, si on veut sauver des vies, il faut que cette guerre s'arrête, quoi. Non, il y a une vraie urgence d'empêcher que cette attaque sur Rafah se produise, en fait. Parce que j'imagine les bombes qui explosent parmi les tentes remplies avec des civils, des enfants, des gens normaux que j'ai vus là-bas et je peux pas imaginer. Et j'espère que ça va pas arriver, quoi. Quand je suis arrivé à Rafah, du coup, à mi-décembre, c'était vraiment tendu en termes d'ambiance parce qu'en fait, il y a plusieurs problèmes en termes de livrer la nourriture à Gaza. Le premier, c'est passer la frontière parce qu'il y a un nombre limité de camions qui peuvent passer tous les checks sécurité et inspection par jour. Et du coup, tu as une limite. Mais après qu'ils passent la frontière, où est-ce qu'ils vont aller, ces camions? Parce que tu as un mini zone maintenant à Gaza qui est Rafah, qui est à peu près safe et pas trop safe. Mais du coup, c'est une petite ville avec pas trop des entrepôts, pas trop des zones pour prendre des camions, livrer des trucs, faire distribuer. Et pour aller plus au nord, Khan Younis, c'est une zone de combat impossible. Middle Area, c'était vraiment difficile pendant longtemps aussi. Et plus au nord que ça, c'est mort parce que il faut demander la permission israélienne de passer. Et c'est très, très souvent pas donné, cette permission. Même avant la guerre à Gaza, parce que ça fait longtemps que c'est sous blocus israélien, en fait, pas mal de gens ils buvaient déjà de l'eau qui était salée parce qu'on puise dans la nappe phréatique, c'est épuisé. Et du coup, c'est un peu pollué avec de l'eau de la mer. Et il y avait pas mal de monde qui était vraiment très très pauvre aussi parce qu'à cause de blocus, l'économie s'est effondrée il y a bien beaucoup d'années déjà. Et du coup, tu imagines que déjà en population très pauvre, très vulnérable, là ça rajoute une énorme guerre. Là, c'est vraiment difficile pour beaucoup de monde de trouver à manger. Et du coup, au début de la guerre, les Israéliens, ils ont arrêté de livrer de l'eau, ils ont arrêté de livrer de l'électricité. Et par rapport au nombre de camions qui rentraient à Gaza de l'Égypte, d'Israël avant la guerre, le nombre là, c'est vraiment petit. Depuis 2007,
il y a un blocus où Gaza était plus ou moins coupé du monde. En fait, c'était vraiment très très difficile pour les Gazaouis de sortir. Il y avait un nombre très limité qui pouvait sortir par Israël et un nombre assez limité aussi qui pouvait passer par l'Égypte. Et du coup, en fait, il y a toute une génération qui est née à Gaza, qui est jamais sortie de Gaza. Et à Gaza, qui est vraiment pauvre, avec une économie qui s'effondrait. Et du coup, vraiment beaucoup des jeunes qui ont été totalement désespérés, qui n'ont pas eu de boulot. Et du coup, sans argent, on ne pouvait pas se marier, n'avaient pas grand-chose à faire. Et donc, par exemple, il y avait des manifestations contre ces blocus en 2018, 2019. Et les gens, ils sont allés vers la frontière avec Israël. Il y avait 7000 gens qui ont été tirés dessus et blessés. Et du coup, moi, j'étais là-bas à ces moments-là pour essayer aussi, avec Médecins sans frontières, de soigner ces gens-là. Et du coup, déjà avant cette guerre, les gens, ils étaient totalement désespérés, quoi. Du coup, en fait, en 2005, Israël a retiré ses troupes et ses colons de Gaza. Mais c'était eux qui contrôlaient plus ou moins beaucoup de choses, même après ça. Ils contrôlaient le registre, les gens qui sont morts, les gens qui sont nés, qui pouvaient rentrer à Gaza, quel type de biens pour être importés, etc., etc. Donc, du coup, en fait, même s'il y avait le gouvernement de Hamas sur le territoire, ils contrôlaient pas tout. Et du coup, c'est pour ça aussi que sous la loi internationale, Israël est encore considéré comme l'occupant de Gaza, même qu'il n'avait pas les troupes sur sol avant novembre. Là. C'est difficile de... Moi, je peux sortir après 3 semaines, mais une espèce de culpabilité d'être capable de sortir. Et je pense énormément beaucoup, et je pense énormément aux collègues, aux amis qui sont encore coincés là-bas. Et j'espère juste pour eux que cette guerre va s'arrêter. C'est impossible de livrer de l'aide sur les conditions actuelles. C'est impossible de sauver les gens qu'il faut sauver, de livrer de l'aide suffisante. Et pour être capable d'augmenter l'offre de soins, pour accroître l'aide à Gaza, il faut un cessez-le-feu.